On va changer de chapitre, on va attaquer les questions d'environnement. On va laisser la parole à Vincent Bichon pour la question numéro 5. Alors, environnement, mais sous un volet financier, puisque nous allons vous parler de l'instauration de la taxe GEMAPI. Alors, une question qui a déjà été évoquée, qui a fait débat dans les pôles territoriaux, et sur laquelle, à présent, nous allons devoir délibérer. Vincent, à toi la parole. Merci David. Donc, comme tu l'as dit, c'est une question qui a été relativement bien étudiée dans les pôles territoriaux, puisqu'on est donc passé dans chaque pôle et exposé un diaporama qui vous a été joint à la note de synthèse. Alors, on ne va pas le reprendre, hein, puisque tout le débat a déjà eu lieu à l'intérieur des pôles, mais on a donc sélectionné quelques petits slides pour faire un petit, j'attends qu'il arrive à l'écran, un petit raccourci en fait de cette présentation, pour la reprendre, pour pas avoir à se prononcer donc, sans en avoir réfléchi préalablement. Donc voilà, vous l'avez à l'écran. Donc document de synthèse. Donc qu'est-ce que la GEMAPI? Donc en fait c'est une nouvelle compétence qui s'impose aux collectivités et qui regroupe en une seule deux compétences antérieurement séparées. Donc la gestion des milieux aquatiques d'une partie et la prévention des inondations une deuxième partie. Donc la gestion des milieux aquatiques, tous les élus la connaissent puisqu'on a des programmes pluriannuels de milieux aquatiques sur la plupart de nos secteurs de notre collectivité. Donc pour rappel, cette compétence a été transférée aux collectivités sans compensation financière de la part de l'État. Quelles dépenses sont couvertes par l'exercice de cette compétence? Donc, je le disais tout de suite, notre territoire est couvert par des programmes territoriaux pluriannuels dont le portage des actions est assuré soit par notre collectivité en régie, c'est le cas du bassin versant de la Sélune, soit par des syndicats mixtes, c'est le cas sur la zone Grand Villez ou Couesnon ou Sienne, soit par des ententes intercommunautaires, et ça, c'est le cas de Varennes et Graines, le bassin versant de l'Est de notre territoire, le bassin versant de la Colemont, sud-est, et puis aussi le plan pluriannuel de restauration du Val-de-Sée que chacun connaît bien, puisqu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes pilotes de cette entente. Donc ces dépenses concernent tout le territoire de l'agglomération et pas un secteur en particulier. Donc là, vous avez la cartographie de notre vaste agglomération, puisque je rappelle que c'est la deuxième de France au regard de sa surface, 1550 km². On a donc un petit peu tous les zonages qu'on a vus dans les pôles. Donc Couesnon sud-ouest, Sélune aval et Sélune amont où on travaille en régie. Au sud de la Sélune amont, la Colemont, le bassin Varennes et Graines sur l'est, qui fait partie donc du Sage-Mayenne et du contrat territorial piloté par Tonge-Fontaine-Bray Interco. On a au-dessus donc le bassin versant de la C où on a notre programme pluriannuel de restauration-entretien qui est en cours d'élaboration, pour lequel nous mutualisons avec Vidu Intercom. Au-dessus, on a la VIR, donc, où un SAGE est en cours d'élaboration et un programme pluriannuel verra le jour probablement les années prochaines, où le pilote sera donc le secteur du Saint-Lois. Et puis donc à gauche, on a le syndicat mixte des bassins versants des côtiers Grand-Villers, qui porte donc un programme sur cette partie nord-ouest. On a une toute petite zone blanche que vous pouvez apercevoir au niveau de Vins, Marcel-et-Grève, le Lif. Ce sont les bassins versants du Marais, du Marcé et du Vergon. Donc à quoi correspond le volet prévention contre les inondations? Donc à compter du 1er janvier 2018, la communauté d'agglomération est devenue gestionnaire légitime des ouvrages de protection, le cas échéant par convention avec le propriétaire ou le gestionnaire. Elle a dès lors pour obligation de déclarer les ouvrages mis en œuvre sur le territoire communautaire et de définir son système de protection et d'endiguement, d'annoncer les performances qu'elle assigne à ces ouvrages ainsi que les zones protégées correspondantes, et indiquer les risques de débordement pour les hauteurs d'eau les plus élevées. Donc au niveau des responsabilités, le maire reste responsable d'un point de vue organisation de la sécurité sur son territoire. C'est lui qui met en œuvre le plan communal de sauvegarde en cas d'incident majeur.
même après l'entrée en vigueur de cette compétence GEMAPI, il reste responsable de la sécurité de ses concitoyens. Mais la réforme, elle clarifie donc le droit applicable et offre les outils juridiques et financiers nécessaires à un exercice efficace de ses responsabilités. Lorsque l'EPCI aura été autorisé pour gérer son ouvrage de prévention des inondations et des submersions avec un niveau de protection qu'il aura déterminé, sa responsabilité ne pourra être engagée si un aléa d'intensité supérieure au niveau de protection génère des dommages dans la zone protégée. Voilà, donc pour le 31/12/2019, on devra avoir calibré notre système de protection. Si un événement plus important se produit, on n'en portera pas la responsabilité. Donc la responsabilité de l'EPCI, elle est donc technique, mais la responsabilité du maire reste, elle, s'agissant de la sécurité des personnes. Pourquoi proposer l'instauration de la taxe GEMAPI? Comme indiqué précédemment, cette prise de compétence obligatoire ne s'est pas accompagnée du transfert de moyens financiers de la part de l'État, contrairement aux autres transferts de compétences entre différentes collectivités. La taxe GEMAPI découle directement de l'exercice de cette compétence, et c'est donc une compétence obligatoire. Comment est calculée cette taxe? Donc, pour rappel, la collectivité ne votera pas des taux de fiscalité, mais un produit. Ce sont ensuite les services fiscaux qui traduiront ce produit en taux de fiscalité directe locale. Cette taxe s'applique à chaque catégorie de contribuables. Sur la taxe d'habitation, le foncier bâti, le foncier non bâti et la cotisation foncière des entreprises, en fonction du poids de chacun de ces impôts dans le bloc local. Commune plus EPCI. Donc, quelle incidence financière pour le contribuable? Au regard des différentes simulations présentées donc, en commission ressources environnement ainsi que lors des présentations dans les 5 commissions territoriales, tout le monde s'est prononcé majoritairement pour le scénario 2, à savoir un produit de 450 000 euros. En fait, le calibrage de ce volume financier correspond à une dépense de fonctionnement et d'investissement sur la GEMA et une dépense uniquement de fonctionnement sur la partie inondation, puisque comme on ne connaît pas encore l'étendue des travaux à réaliser sur la partie investissement, on a fait le choix de le financer par l'emprunt, de cette partie investissement inondation. Donc, compte tenu de la fiscalité levée sur le territoire de l'agglomération au niveau du bloc local, environ 45 millions d'euros, cela représente, toutes choses égales par ailleurs, une évolution de la pression fiscale de 1%. Ramené au nombre d'habitants de l'agglomération, le produit levé correspond à 5 euros par habitant. Et en termes de fiscalité, l'impact prévisionnel est donc le suivant. Alors vous l'avez eu dans la note de synthèse, je ne vais pas reprendre tous les petits taux additionnels calculés, ni toutes les bases. La simulation s'est faite sur soit 1 000 euros, 2 000 ou 3 000, tout en sachant que la base moyenne sur le PCI est de 2 200 euros. Enfin, je ne sais pas si ça appelle des questions. Donc, je vous rappelle qu'on doit d'abord délibérer pour savoir si on instaure cette taxe ou si on la finance au travers du budget général, ce qui contraindrait financièrement l'agglomération, ou si on la met en place, et si après on détermine le volume financier qu'on avait calibré lors de nos réunions de pôle. Oui, Michel, à toi la parole. Alors, moi, je me souviens qu'on a voté le budget 2018. Il y avait une discussion assez longue pour savoir si on augmentait la fiscalité locale ou pas. Il y a eu un gros débat et on a fait un choix de ne pas l'augmenter. Aujourd'hui, l'État nous transfère cette compétence GEMAPI sans apporter les moyens qui correspondent. Et pour la financer, il va falloir mettre une taxe en place. Au niveau national, on se bat contre les taxes nouvelles. Personne n'en veut plus. Et au niveau local, on peut l'accepter. Moi, je vous dis très sincèrement, je vais voter contre la mise en place de cette taxe. Je vous remercie. On est d'accord, Michel. Voter une taxe, finalement, pour la création d'une taxe, c'est aussi donner une visibilité
sur ces compétences qui sont attribuées à nos collectivités. C'est au moins une façon de faire de la pédagogie auprès des habitants en disant, en effet, nous avons de nouvelles compétences qui génèrent des coûts et pour lesquels nous sommes, comme tu l'as dit, légitimement responsables. Ça, c'est la loi. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité, à notre niveau, de faire évoluer les lois. C'est bien regrettable. Donc, soit, en effet, on ne rend pas visible la nécessité de dégager des budgets pour exercer ces compétences GEMAPI, en quel cas, c'est notre budget général qui sera impacté. Donc, de toute façon, on sera obligé de mettre en œuvre une politique de GEMAPI. Donc là, ce qui avait été présenté dans les pôles territoriaux, c'est précisément la pertinence d'avoir une taxe clairement visible, de façon à ce que chacun puisse comprendre, alors que ce soit les élus communautaires, les élus municipaux et surtout les habitants, que cette nouvelle compétence génère des surcoûts de fonctionnement et d'investissement pour nos collectivités. Alors, il y a Viviane Vincent et Daniel Furcy. Oui, je suis désolée, Monsieur le Président, mais je ne voterai pas non plus le produit de cette taxe. Je voterai cette taxe effectivement pour la partie PIB, mais je considère qu'on prend en compte la partie GEMA pour calculer le produit, et cette partie GEMA est déjà dans nos impôts, donc bravo les services financiers, mais ça correspond effectivement à une augmentation d'impôts, et nous avons voté la rigueur. Daniel Furcy. Pour moi, c'est pareil, parce que je ne voterai pas. Parce que la taxe d'habitation, alors là, taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti, c'est pour les propriétaires qui sont évidemment de la face. Non? L'impact va être effectivement en fonction de ce qu'aujourd'hui les gens financent. C'est-à-dire que ça produit une augmentation d'impôts pour chacun de 1%. Oui, c'est celui qui travaille qui est sanctionné, quoi. Oui, mais c'est comme bien souvent. Pourquoi vous ne mettrez pas que la taxe d'habitation? Pourquoi vous ne mettrez pas que la taxe d'habitation? C'est tout le monde qui paye, là. On aura bientôt plus une taxe d'habitation. Bon, toujours oui, mais ils ne sont pas exonérés de la GEMAPI à ce moment-là. Alors, toujours est-il, ce qui peut être bon aussi, c'est peut-être de s'intéresser à savoir ce qui se passe chez nos voisins. Hein, puisque, comme vous le savez, on a dans le cadre de la SGRI, sur la partie, avec la partie bretonne, donc à mettre en place un système d'endiguement et puis à le contrôler et à le calibrer. Il faut savoir quand même que sur Saint-Malo Agglomération, le coût de cette taxe est de, je vérifie mes notes, de 7 € par habitant. Voilà, 7 € par habitant. Sur la communauté de communes de Dolphin-Fougères, la mise en place de cette taxe arrivera sur 2019 à 5 €. Sur Coutances, Mer et Bocage, me semble-t-il, c'est autour de 23 €. Hein, avec les problématiques d'érosion. Alors, attendez, si vous voulez prendre la parole, Sophie, on va donner un micro. C'est les programmes 2019. Coutances vient de prendre la compétence GEMAPI, donc ils n'ont pas encore instauré de taxes. J'ai demandé hier à Yves Lamy, le maire de Coutances. Oui, mais ils ont calibré à 23 € par habitant au regard du programme et des travaux qu'ils ont à réaliser. Moi, ils me l'ont confirmé. Oui, c'est confirmé concernant Coutances. Par contre, je voterai cette taxe, même si c'est en effet un impôt supplémentaire, parce que je crois que l'entretien des rivières est primordial et la prévention des inondations, on a bien vu avec ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Thomas, on a du littoral et avec les tempêtes que l'on voit arriver, il faut aussi se donner les moyens de sauvegarder notre littoral. Y a-t-il d'autres... Alors, il y a Catherine qui veut prendre la parole et Jackie. Moi, je voulais juste répondre à Daniel Furcy tout à l'heure qui disait pourquoi est-ce qu'on ne limite pas simplement la GEMAPI sur la taxe d'habitation. Je me posais la question au service, en fait, c'est pas possible.
C'est-à-dire que, comme l'a dit Vincent, on doit délimiter un montant et après, c'est les services fiscaux qui répartissent, mais sur les 4 taxes obligatoirement. On ne peut pas dire vous mettez tout sur la taxe d'habitation. C'était ça ta question. Hein. Voilà, c'est pas possible. Mais est-ce que c'est possible pour mettre de taxes? Ah oui, voilà. De toute façon, l'exercice. On avait 450 000 euros d'aide des entreprises, et ben, on n'en donne pas et on met ça là-dedans. Ouais, si ça pouvait être aussi simple que ça, Daniel. N'empêche qu'aujourd'hui, la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des Je animaux. ne suis pas le seul à le penser, hein, faut pas vous tracasser. Il y a des maires qui le pensent dans la salle et qui ne le disent pas forcément. Enfin, encore une fois, c'est pas nous c'est pas la communauté d'agglomération qui invente une compétence nouvelle et des dépenses nouvelles. C'est imposé à tous les EPCI de France, en tout cas ceux qui ont pris la compétence. Donc, ce qu'on vous propose, ce qui a été proposé dans les pôles territoriaux, qui a été longuement expliqué, c'est précisément de nous organiser de façon à dégager des recettes nous permettant d'être plus efficaces, ou d'être le plus efficace possible dans tous les domaines de compétences qui sont concernés par cette GEMAPI. J'ai encore une question là. Vous Oui. me dites que la taxe d'habitation va être supprimée, donc pourquoi mettre la taxe d'habitation? Alors on avait Jackie. Le calcul. Il y a Daniel Jacques, donc Je vais juste répondre à Daniel. La taxe d'habitation continuera d'être appliquée, l'État exonérera la quote-part qui sera dégrévée, et demain, les gens qui ont une augmentation ou une part GEMAPI continueront à payer cette partie GEMAPI. Jackie. Oui, j'entends bien tout ce qui se dit. C'est vrai que c'est un impôt déguisé, c'est une autre façon de récupérer de l'argent. Une des réflexions qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est que effectivement, si c'est prélevé sur le budget général, c'est autant d'argent en moins qu'on aura pour y faire des projets. Et voilà, je crois qu'il faut que chacun soit bien conscient de ça. C'est pas de gaieté de cœur, je comprends bien. Maintenant, ça fait partie des compétences obligatoires. Et voilà, c'est simplement le témoignage que je voulais apporter. Voilà, c'est un transfert, c'est le principe des vases communicants, mais on a le choix. Mais en fonction du choix qu'on va faire, il y aura aussi des conséquences derrière. Est-ce qu'il y a d'autres. Alors Jacques, Lucas, et ensuite Oui, Marie-Hélène Filâtre. Juste, je crois que c'est vraiment l'avantage d'être clair et transparent par rapport aux contribuables. On sait qu'effectivement, ce sont des budgets qui ne sont pas communicants, donc les choses seront précises et claires, ce qui ne l'est pas dans un budget général. Marie-Hélène. Oui, j'avais juste une question complémentaire. Est-ce que la protection du littoral rentre dans la GEMAPI? Bien sûr. Oui, complètement. Non, parce que à la réunion du conseil départemental du département de France-Aujo, moi j'ai cru entendre le contraire. Mais à vérifier. C'est vrai que beaucoup de questions sont posées sur l'exercice de cette compétence. C'est vrai qu'à un moment, on nous a dit que l'érosion du trait de côte n'est pas dans la GEMAPI, dans la prévention des inondations. Il n'y a que les systèmes d'endiguement et de protection. Aujourd'hui, voilà, il y a eu une évolution. On ne pouvait pas découpler la prévention des inondations du fluvial. Aujourd'hui, c'est possible. Voilà, et je crois que le législateur travaille cette question parce qu'effectivement, on est parti de grosses difficultés avec ce qui s'est passé lors de la tempête Xynthia, et aujourd'hui on voit bien que l'État il ouvre le parapluie et puis il veut rapprocher localement les décisions sur ces dossiers-là. Donc, mais clairement, il y a encore du travail, à mon avis, réglementaire et législatif à produire pour qu'on puisse exercer dans des bonnes conditions. Mais bon, on est au moins à deux à avoir entendu la même chose. Et bon, on avait quand même des spécialistes qui étaient là, donc c'est quand même à vérifier, parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous rajoute après une taxe protection du littoral. Ceci près, sur les sujets qui nous regardent concernant le territoire communautaire, si on prend l'exemple de Saint-Jean-de-Thomas, ou même les études de danger sur la digue des polдers de l'Ouest, ça rentre bien dans le chapitre GEMAPI. Ça rentre dedans. J'étais également là, à côté de Marie-Hélène à cette réunion, et c'est pas ce qu'on a entendu, et de la part des maires qui se battaient aussi pour défendre leur zone littorale, la
zone littorale de leur mairie. Ouais. C'est extrêmement complexe. Non, mais on est bien conscient de la complexité du dossier. C'est clair que bon, on pourra pas se défendre de façon pure et dure dans tous les secteurs. Il est clairement, on est conscient aussi qu'on va, cette taxe GEMAPI servira à créer un plan d'adaptation au changement climatique. Il va falloir qu'on s'adapte et en lien avec les communes. C'est vrai que c'est aussi une histoire des communes concernées et on le voit bien puisque la commune de Saint-Jean-de-Thomas va participer sur la partie du reste à charge des travaux qu'on va réaliser donc bientôt sur le réensablement du littoral. Ils vont participer du même montant que l'agglomération. Donc on voit bien que c'est aussi une histoire de commune. Hein, mais dans l'état actuel des choses, il faut quand même réaliser les travaux. Et voilà. Alors, Jackie, vous voulez? Oui, juste pour rebondir sur la remarque de Jacques Lucas sur le fait que cette taxe aura au moins le mérite de la transparence et de la clarté. Je vais prendre un sujet qui arrivera bientôt aussi à la communauté d'Aglo, c'est la prise de compétence de l'assainissement collectif. Aujourd'hui, l'assainissement collectif dans les communes de moins de 3500 habitants est financé, pas toujours, mais de façon ponctuelle par le budget général de la commune. Et c'est des choses qui sont légales et qu'on peut faire aujourd'hui. Le jour où tout va arriver à l'aglo, ce ne sera plus possible. Et alors, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais ce qui était pratique jusqu'à aujourd'hui pour les communes de moins de 3500 habitants, ne pouvant plus l'exercer dans une communauté d'aglo comme la nôtre, ça nécessitera forcément des ajustements financiers qui seront là aussi à la hausse. Donc et là aussi, il faudra avoir ça fera pas plaisir, mais il faudra bien qu'on le fasse parce que réglementairement, on n'a plus le droit. Je vais juste me permettre un commentaire sur ce que Thierry, Marie-Hélène et Hervé disaient. En effet, ça fait plus d'un an qu'à l'Association des maires de France et à l'Association des communautés de communes de France, il y a des gens qui travaillent sur l'interprétation des textes. Et personne n'est d'accord. À ceci près qu'aujourd'hui, nous, on est obligé d'inscrire dans nos budgets des travaux de consolidation des digues, en tout cas des dunes, de budgéter, même si c'est subventionné par l'État, les études de danger pour vérifier la stabilité des systèmes d'endiguement, notamment à l'ouest du Mont-Saint-Michel. Ça, c'est une réalité concrète. Donc si certains, en effet, prétendent que ça n'est pas tout à fait la réalité, nous, cette réalité-là, on la vit pourtant au quotidien. Et pour pouvoir... alors, a priori, si on prend l'exemple de la digue des Polcars de l'Ouest, et c'est Vincent qui en parlerait mieux que moi, il y a des systèmes, il y a une agression naturelle qui s'opère et qui fait que l'étude de danger devrait révéler que le danger est mineur. Néanmoins, il faut financer ces études. C'est une obligation. Et très honnêtement, jusqu'à preuve du contraire, ça rentre bien dans la thématique GEMAPI. Alors, on espère en effet que nos collègues qui sont aux manettes dans ces associations qui font un travail de lobbying auprès du législateur, eh bien, arriveront à nous dédouaner de ces obligations de financement ou de cofinancement. Et pour l'instant, on n'est pas là. Moi, je pars toujours du principe que la réalité aujourd'hui nous montre qu'il faut qu'on finance au moins ces études et peut-être demain les travaux à travers les plans d'action de prévention des inondations, les fameux PAPI. Et si on ne prend pas le taureau par les cornes, c'est-à-dire si on ne se donne pas les moyens de relever ces enjeux demain, eh bien, on risque d'avoir de sérieuses déconvenues. J'insiste aussi sur le fait qu'on ne parle pas simplement de submersion marine, hein, on parle aussi d'entretien du milieu aquatique, et ça fait en effet plusieurs années, alors là je reviens sur ce que disait Liliane tout à l'heure, en effet, on fait rentrer ce qui était déjà budgété dans ce budget annexe pour plus de visibilité. Enfin, c'est pas un tour de passe-passe, on n'est pas en train de prendre de l'argent à qui que ce soit en plus, on essaie simplement à travers un budget annexe fléché GEMAPI de montrer ce que notre collectivité, et c'est pas simplement la nôtre qui le fait, investit pour la préservation de ces milieux naturels, leur entretien, voire leur remise en état. Vincent, tu voulais compléter ? Non, je pense que l'essentiel est dit. Bon, c'est clair que la GEMA va être financée maintenant au travers de ce budget, alors qu'avant il était sur le budget général, bon, à hauteur d'environ 250 000 €, mais tout simplement parce qu'il y a un vrai lien aussi avec le bocage, la restauration des milieux aquatiques en amont, il y a des conséquences sur l'aval. Donc c'est pour ça que le législateur a voulu coupler ces deux options, ces deux compétences en une seule obligatoire, alors qu'avant elle était uniquement facultative et on ne la pratiquait que sur la partie GEMA. Alors Christophe Ernaud, et je me demande si j'ai pas... Voilà, Michel Gérard, pardon Michel.
Oui, je voudrais aborder 3 points, sous forme de 3 questions. La première, c'est il existe aujourd'hui des syndicats intercommunaux sous forme associative qui ont cette compétence d'entretien des cours d'eau, des milieux aquatiques, et voire peut-être une bonne partie de GEMAPI. Donc nous allons prendre peut-être la voie de cette taxe, et à partir du moment où nous prendrons cette taxe, nous ne pourrons pas demander le remboursement des missions qui auraient dû être faites par ces syndicats. Et donc, comment faire pour récupérer cette somme d'argent? S'il ne faudrait pas qu'il y ait un doublon financier. Ça d'une part. D'autre part, donc, à juste titre, M. Furcy parlait des subventions de 450 000 € attribuées aux entreprises. Effectivement, il y a quelques années, les entreprises avaient besoin d'un coup de main. Aujourd'hui, on est plutôt vers une embellie du monde entrepreneur. Et j'ai cru entendre que ces 450 000 € n'existaient plus, ou au moins que ces aides de subvention pour les entreprises étaient stoppées. Donc, où est passé cet argent? Est-il possible, du budget général, venir abonder ces 450 000 € qu'il nous faudra aujourd'hui? Enfin, pour revenir sur la compétence de l'assainissement collectif, effectivement, il y a des communes qui ont le droit d'abonder leur budget général, mais là, il sera de notre devoir d'être vigilant sur les comptes de gestion qui seront apportés. Et bien évidemment, s'il y a quelque part les budgets généraux qui vont abonder le budget annexe de l'assainissement collectif, il y a le système peut-être de collecte ou de participation de la commune auprès de la communauté d'agglomération. Vincent, sur la première question, je te laisse répondre. Voilà, parce qu'il y a 3 questions. Je pense une auxquelles je vais pouvoir répondre. Après, il y a une deuxième, donc il y a éminemment financière. Je pense que ce sera David Juquin, et puis 3 tours pour la dernière. Donc la première, en fait, concerne les ASA. Alors, pour essayer de faire simple, bien que ce soit compliqué, on sait que sur la zone alluvionnaire, c'est-à-dire la zone qui est la plus proche du littoral, on a des syndicats, que tu appelles syndicats, mais qui sont des associations syndicales autorisées. C'est-à-dire qu'elles peuvent lever des taxes sur un périmètre déterminé à des propriétaires. Et ces associations syndicales réalisent des travaux, notamment font de l'AGEMA, puisqu'elles entretiennent les canaux. Et on sait d'autre part qu'on ne peut pas prélever pour un même service rendu de 2 façons différentes l'impôt, ou on ne peut pas payer de 2 façons différentes. Donc c'est encore une question qui n'est pas résolue. On ne sait pas comment on pourra régler ce problème, mais ce dont on est sûr, nous, au niveau de notre commission environnement et dans notre réflexion, c'est qu'il faut qu'on pérennise ces ASA parce qu'elles font un travail exceptionnel d'entretien. On n'a surtout pas envie d'éloigner le travail de ces syndicats en les ramenant à l'aglo. C'est-à-dire qu'il faut les pérenniser sur le territoire. Leur mission est essentielle. Maintenant, comment on va faire? Ça, le législateur nous aidera à trouver des solutions. Je sais qu'ils ont une grosse difficulté sur le Marais de Dole parce qu'en plus de faire participer des propriétaires fonciers de terrains non bâtis, il faut aussi participer des propriétés bâties. Donc on suivra attentivement comment ce problème se règle côté Bretagne pour nous essayer de se caler. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Maintenant, effectivement, on a aussi un syndicat de bassin versant dans la zone, le Conon-Aval, qui a ses missions et quelque part qui les laisse réaliser par ces ASA sur le secteur qui le concerne. La réponse est parfaite et c'est pour ça que quelque part je crains aussi que ces propriétaires fonciers se disent d'un côté nous allons contribuer auprès de ce monde associatif et d'un autre côté nous allons payer la GEMAPI. Donc c'est pour ça que je fais bien attention aux 2 modes de paiement pour une compétence. D'où l'importance de travailler sur la cellule hydrosédimentaire concernée. Et ça, on le réglera en fonction de l'évolution des textes. On ne peut pas y répondre aujourd'hui à cette question. Sur la question des 450 000 €, je fais un bout de réponse, je te laisserai. Alors déjà, je sais bien, dans le budget de collectivité, il n'y a pas de jeu de classe communicant. Le choix qui a été fait de ne pas verser, de ne pas continuer à fonctionner selon le modèle qui est celui d'avant chez Saint-Michel, avec cette aide à l'immobilier d'entreprise, c'était un choix stratégique, de façon à ce qu'on puisse se donner le temps de la réflexion et de l'analyse des besoins réels des entreprises. Effectivement, on avait un système qui était une entreprise arrivée, et quoi qu'elle quitte, que ce soit une petite ou une grande entreprise, c'était un chèque qui était fait, qu'elle ait besoin ou pas d'ailleurs de son plan de financement.
Je pense qu'on a voulu, dans le projet économique, travailler de manière différente. Et on continue à travailler sur le sujet à travers la commission économie et le comité restreint. Aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est celle de l'acquisition de nouveaux fonciers pour développer les entreprises. Parce que là, on arrive presque au bout du bout. On n'a quasiment plus de réserve foncière. Ça marche tellement bien, tu l'as dit, il y a une embellie très forte. Et on est pris quasiment à la gorge sur certaines zones. On pourrait parler de la zone de Pouillet. Michel Gérard connaît bien la situation. Donc aujourd'hui, l'argent qui n'est pas mis dans l'aide à l'immobilier d'entreprise, on l'a affecté sur d'autres postes, toujours dans le domaine économique. Des études d'environnement qui sont en cours, notamment sur la zone de contrôle, pour savoir quel type d'activité vont pouvoir être développées. On a renforcé aussi le service économique. Le service économique aujourd'hui qui fait un gros travail d'accompagnement des entreprises. Yannick Duval est ici présent. Je vous assurer qu'il a fallu renforcer les équipes pour répondre aux exigences de l'entreprise coréenne qui est là. Le dossier RIMED, qui arrive à son terme, a nécessité aussi pas mal de compétences. Vous voyez, aider les entreprises, c'est pas simplement donner de l'argent, c'est aussi les accompagner. Je tiens aussi à signaler qu'on a un outil d'accompagnement des entreprises qui est très important et qui dépend directement de notre communauté d'agglomération, c'est la plateforme d'initiative, avec laquelle nous coopérons de manière étroite. Là aussi, c'est de l'heure d'argent, c'est du temps passé, c'est beaucoup d'écoute auprès des entreprises qui vont finalement décrocher des prêts à taux zéro. C'est quand même aussi une aide importante, des prêts d'honneur. Donc vous voyez, aider une entreprise, c'est pas simplement faire des chèques. C'est aussi être bienveillant. La question de la SAFER sur laquelle on a délibéré tout à l'heure, c'est aussi une sacrée plus-value apportée à des projets d'immobilier d'entreprise. C'est être capable tout d'un coup d'être facilitateur et de venir apporter une expertise et une réactivité dans un besoin de foncier. Donc voilà, ma réponse n'était pas satisfaisante. Mais en tout cas, on ne peut pas dire on ne consomme plus 450 000 € de crédit à tel endroit, donc on va les forcément les retrouver ailleurs. Il y a eu une dimension. Et on n'est pas au bout de notre réflexion. Et encore une fois, si vous souhaitez participer aux réunions du comité restreint, c'est tout à fait possible. C'est un espace d'échange qui est assez productif, c'est tous les mardis matins. Et je vous assurer qu'on essaie d'imaginer la façon de fonctionner d'un point de vue économique de demain. David, un petit complément sur le volet strictement budgétaire peut-être? Oui, juste pour préciser que sur l'année 2018, on a quand même versé 280 000 € d'aide à l'immobilier d'entreprise par rapport aux engagements qu'on s'était pris. Donc on n'est pas passé de 450 à 0. Bon, cette année, on a versé quand même 280 000 €. Et comme l'a dit le président, la commission économie souhaitait revoir cette aide à l'immobilier d'entreprise pour voir s'il n'y avait pas un effet de Wen plutôt que. Et s'il n'y avait pas d'autres choses, d'autres mécanismes à mettre en place. Donc on n'a pas dit qu'on arrêtait, on a dit qu'on suspendait tant que la commission n'avait pas travaillé sur cette aide à l'immobilier d'entreprise. Et c'est ce qu'il y avait à mettre en priorité. Est-ce que c'était cette aide à l'immobilier ou c'était un accompagnement des entreprises à l'installation ou au recrutement via une aide à l'accompagnement via des logements. Donc il y a des choses qui sont un peu dans les tuyaux sur lesquelles on a répondu à des appels à projets, on a été retenu. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour en parler, mais il y a des choses qui sortent. Mais il y a un vrai travail à faire au niveau de la commission économique. Donc on n'est pas passé de 450 à 0, il y a eu 280 000 € de versés cette année. Et pour revenir sur la partie assainissement, on ne va pas en parler longuement ce soir parce que ce n'est pas le sujet, mais on le sait que les enjeux sont très importants. Cet après-midi, on est en réunion avec Peggy, la DDFIP et les différentes trésoreries du Sud-Manche et avec les mairies qui sont concernées pour le transfert de l'assainissement au 1er janvier. Le travail est très important, les équilibres budgétaires sont difficiles, on le sait sur ces budgets annexes. Donc on essaie d'anticiper un certain nombre de choses. C'est ce qu'on a fait cet après-midi avec les différentes mairies. Et je pense que le débat aura lieu et qu'à un moment donné, il faudra qu'on en discute tous. Ce soir, on parle de GEMAPI, ce qui est déjà assez lourd. Après, on a les ordures ménagères aussi. C'est un gros dossier que Guy va nous présenter. Et je ne voudrais pas qu'on déborde sur la partie assainissement, mais vous serez invités à participer à ce transfert aussi qui est très lourd pour la collectivité. Y a-t-il d'autres interventions? Il y a Michel Gérard et Jean-Luc Rochefort. Oui, je voudrais rassurer les gens qui pouvaient. Il y a des communes de moins de 3500 habitants qui n'avaient pas besoin du budget général pour équilibrer leur budget assainissement. Mais il est vrai aussi qu'il y a des collectivités importantes qui avaient des budgets déchets qui n'étaient pas en équilibre et que le budget général est obligé d'abonder. Concernant la GEMAPI, la protection des côtes, c'est très important. Je partage tout à fait ton avis, Vincent. Mais je considère qu'il n'est pas normal que les territoires qui sont côtiers paient seuls ces dépenses-là. Il devrait y avoir une solidarité nationale. C'est pour cette raison que je trouve que la taxe GEMAPI qui sera mise en place localement me convient.
Jean-Luc, est-ce que quelqu'un peut attraper un micro? Regarde Jean-Luc. Ma remarque risque de faire polémique, mais tant pis. GEMAPI, gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations. On a vu sur la carte tout à l'heure la vallée de la Cédule. Donc, moi, ma position par rapport au barrage, elle est claire. J'ai toujours été contre la destruction. Je suis conscient qu'il y aura des conséquences en termes d'inondation. Donc, le pays m'inquiète beaucoup. Donc, ce budget de 450 000, pour moi, il risque d'être fortement amplifié pour des études qu'on devra faire à nos charges, parce que là, c'est l'État nous transfère localement ses compétences. On a décidé pour nous la destruction du barrage, et après, on nous dira débrouillez-vous pour gérer la suite. Oui, alors le problème, si on parle des barrages et des risques d'inondation, c'est qu'aujourd'hui, les études scientifiques qui ont été réalisées par l'État, là je suis gêné parce que j'aimerais pouvoir porter ou en tout cas entendre un autre message contradictoire, mais il n'existe pas, en tout cas il n'est pas formalisé de manière scientifique. Et toi qui es aussi scientifique dans l'âme, vu ton métier, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une étude contradictoire qui n'existe pas. On nous demande de participer à ces études, et puis voilà, l'outil, ce sera pour moi GEMAPI. Donc les 450 000 seront amplement insuffisants. Donc on sera obligé d'augmenter le taux de cette taxe si on la vote. De toute façon, voilà, on est au pied du mur. Hein, alors, Marie-Hélène? Oui, et il faut être prudent parce que là, je regardais un peu en détail le tableau de ce qui nous attend pour les 3 années à venir. On est seulement dans des phases d'études. Donc, comment ça va se passer quand il va falloir passer aux travaux? Sophie, Laurent. Oui, je voulais répondre à Michel Gérard. À propos de l'État, il faut savoir que l'État, aujourd'hui, finance 80% des travaux qu'on réalise. Il ne faut quand même pas l'oublier. À Sophie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est extrêmement bien financé parce que quelque part, notamment au niveau du volet GEMA, on est un petit peu en avance par rapport aux autres collectivités, donc on a toujours su mobiliser des financements maximum, du 80, voire 90, voire 95. Mais si on prend un exemple précis comme l'étude de danger des polders de l'Ouest, on avait inscrit 80 000, en fait on la traite à 34, on fait participer le gestionnaire et puis l'ASA concerné, et on fait participer les Bretons. Le reste à charge n'est que de 4% sur le montant de ces études. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on prenne trop de retard, parce que la définition de nos systèmes de protection et d'endiguement, elle est pour le 31-12-2019. Je ne sais pas si vous voyez, c'est demain. On n'a pas de GEMAPien. Hein, cette taxe GEMAPI va nous permettre d'embaucher un GEMAPien qui va pouvoir aussi commencer à élaborer la stratégie globale de l'agglomération. Juste préciser, David. C'est demain. C'est bien que l'État donne 80%, ils avaient qu'à donner 100%, on aurait beaucoup moins de soucis avec cette taxe GEMAPI. Donc l'État n'est pas le gentil garçon, c'est bien au contraire l'État qui nous impose des choses. Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant cette proposition? Je pense qu'on est tous de toute façon d'accord face à ces réglementations qui nous sont imposées. Malheureusement, nous n'avons pas le pouvoir, encore une fois, d'influer les lois, sur les lois qui sont aujourd'hui en vigueur. Simplement, ce qui nous revient, c'est bien de nous organiser de façon à relever les enjeux qui nous incombent aujourd'hui. C'est sur ce terrain-là que je me positionne. Donc, en effet, l'instauration de cette taxe GEMAPI nous permet, moi c'est comme ça que je l'analyse, ça a bien été dit par Jacques Lucas, d'avoir une vraie visibilité sur le coût de la GEMAPI à l'échelle de notre communauté d'agglomération. Et ça nous évite d'aller puiser dans le budget général, là où nous avons déjà beaucoup à faire. Alors, finalement, ce que l'on essaie de mettre en place, c'est un outil transparent qui nous permet de voir où on va budgétairement sur ses compétences. Et puis, encore une fois, ça a été signalé, il y a des gens qui militent au niveau national pour faire évoluer les choses, parce que ça finisse par aboutir. Tu
toujours tendance à penser qu'une fois qu'une loi est passée, on ne revient pas dessus. Voilà, aujourd'hui, on est réellement au pied du mur. Donc c'est à l'Assemblée de se décider sur le bien fondé ou non d'avoir ce budget spécifique avec l'instauration de cette taxe. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vous propose que l'on passe aux voix. Voilà, donc les résultats sont serrés. Donc 122 votes se sont exprimés, 58 sont favorables à l'instauration de la taxe GEMAPI, 54 sont défavorables et nous avons 10 abstentions, donc à une courte majorité. La question numéro 5 est donc adoptée.